Quand on évoque les organisations criminelles dans le monde, je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours cette curiosité un peu déplacée qui apparaît. C'est peut-être dû au fait que j'adore les films avec des sociétés secrètes qui contrôlent le monde depuis l'obscurité, mais si on revient dans le monde réel, pour en citer seulement quelques-unes, on a la mafia italienne, les triades et les yakuza. Ce que j'aime beaucoup avec ces organisations, c'est que le plus souvent ce ne sont pas que des criminels véreux. Pour qu'une organisation puisse se monter, il faut s'organiser tout simplement. Donc avoir une hiérarchie, un code de conduite et respecter des principes. C'est ça qui me passionne. Ces hommes se regroupent pour servir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ce code d'honneur, c'est ce quelque chose qui va au-delà de leur petite personne, au-delà de leurs petits désirs. Et c'est peut-être ça finalement, faire partie d'un clan. Konbanwa. Les Yakuza, je pense maintenant, vous connaissez, ce sont des businessmen très profiteurs qui sont organisés en clans. Ils sont souvent affiliés à des activités illégales comme la drogue, les jeux d'argent ou la prostitution, mais aussi à des activités légales comme la vente de bubble tea ou les maid café. Pour les reconnaître, il y a bien sûr les tatouages très significatifs sur tout le corps, et parfois un petit doigt coupé en guise de pardon pour avoir commis une faute. Chaque Yakuza appartient à un clan qui regroupe parfois des milliers d'hommes. Ces derniers sont officiellement des associations et ont carrément pignon sur rue. Mais parmi ces clans, il y en a un qui sort du lot, un qui dénote. Celui dont personne ne pourrait remettre en question la suprématie. Avec plus d'un siècle d'histoire, il a su poser son empreinte dans toutes les grandes instances du pays, que ce soit dans la politique ou la police. Bienvenue dans l'histoire du plus gros clan Yakuza du Japon, le Yamaguchi-gumi. La genèse. Tout va bien, il est là. Un enfant vient de naître dans la famille Yamaguchi. Nous sommes en 1881 dans une famille modeste dans la préfecture de Hyogo, plus précisément sur l'île d'Awaji. Après tout, même les plus grands criminels de l'histoire commencent leur vie comme n'importe quel enfant. Ils naissent, ils pleurent, ils trouvent du réconfort, ils éprouvent de la peur, ils vivent en somme. Le garçon s'appelle Haruyoshi Yamaguchi et c'est lui qui va devenir le fondateur du plus gros clan Yakuza du Japon. Il lui donnera bien sûr son nom, mais avant de s'élever, un homme doit d'abord souvent se retrouver au fond du trou. Après avoir vécu une faillite dans sa campagne, en 1906, à l'âge de 25 ans, il va quitter son île pour rejoindre la grande ville la plus proche. Si aujourd'hui Kobe est connu mondialement pour sa viande d'exception, il ne faut pas oublier que c'est avant tout une ville portuaire. Et ça tombe bien parce que Haruyoshi, c'est un pêcheur, mais encore faut-il qu'il trouve un travail. Les mois passent et toujours rien, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, Haruyoshi trouve un travail en tant que contremaître pour l'entreprise Kurahashi dans le port de Kobe. Motivé par ses mois d'activité, il va se donner à 200% et le poisson coule à flot, l'entreprise est prospère. À force d'efforts et de bon travail, l'entreprise va reconnaître les qualités de Haruyoshi et va le nommer leader de son secteur. Mais malheureusement, en 1912, dû à des jeux de pouvoir, l'entreprise se fait avaler par un groupe plus gros. Il s'agit de l'Oroshima-gumi et à la tête de ce groupe, on trouve Oroshima Hideyoshi. C'est véritablement lui qui va former Haruyoshi Yamaguchi en le prenant sous son aile. Et c'est comme ça qu'en 1915, notre fin pêcheur va regrouper 50 hommes travaillant au port dans différents secteurs d'activité pour former son propre clan, le légendaire Yamaguchi-gumi. Ça y est, le clan est créé, mais il y a un mais. Le clan est certes dirigé par Yamaguchi, mais il est toujours sous la tutelle de Oroshima Hideyoshi. Et ce genre d'alliance, on sait tous comment ça va se finir. Mais avant ça, depuis tout à l'heure je parle de clan, mais en vérité ce ne sont même pas vraiment encore des Yakuza. Je veux dire par là que les activités ne sont pas différentes de celles d'entreprises classiques de gestion de marchandises. Pour le moment, aucune activité illégale n'est à déclarer. La nuance avec les autres entreprises, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance et de fidélité qui est plus ancré. Et j'aurais aimé vous dire que progressivement le fondateur du clan est devenu une menace pour le pays tout entier, mais pas du tout. Le fondateur ne sera rien de plus qu'un businessman qui gère des marchandises dans le port de Kobe. Pour tout vous dire, il ne sera même pas vraiment un Yakuza. On va dire qu'il gravitait autour de Yakuza, mais il n'était pas Yakuza lui-même. Et j'ai envie de dire, il faut bien partir de quelque part. Et c'est comme ça qu'en 1925, soit seulement 10 ans après la création de l'organisme par Haruyoshi Yamaguchi, il va laisser les rênes de son entreprise à son fils aîné. Le second leader. Yamaguchi Noboru.
À 23 ans, il se retrouve à la tête du Yamaguchi-gumi. J'ai retrouvé une photo de lui, mais disons qu'il y a une certaine influence dans le look. Je vous jure, j'ai rien retouché. Il a déjà avec lui une centaine de membres et le groupe commence à être un peu trop puissant pour rester sous la tutelle du Ōshima-gumi. Je vous rappelle quand même que Ōshima c'est le mentor du père Yamaguchi, et ce monsieur voit d'un très mauvais œil la passation de pouvoir au fils Yamaguchi. Mais pour tout vous dire, en vérité, même s'il voit ça d'un mauvais œil, il n'est déjà plus en mesure de contrôler la situation. En 1929, Noboru profite de la crise économique mondiale pour ne plus payer ses parts au groupe Ōshima. C'est comme ça que le clan Yamaguchi se fait éjecter et devient indépendant. Et c'est aussi comme ça que la guerre commence entre le clan Ōshima et le clan Yamaguchi. Des altercations musclées dans le port se multiplient et c'est pour garder les parts de marché sur le port. Mais il faut se rendre à l'évidence, le marché du poisson s'est complètement effondré avec la crise économique. L'entreprise Yamaguchi doit donc trouver de nouveaux secteurs d'activité à exploiter. Et pour ce faire, ils vont déplacer leur QG depuis le port jusqu'au centre-ville. Forcément avec le marché central de Kobe, c'était un très bon move. C'est là où le Yamaguchi-gumi va se diversifier en organisant des combats de boxe, des combats de sumo et même des représentations théâtrales de Ryokyoku. Ce sont des spectacles où une personne raconte une histoire accompagnée d'un instrument de musique japonais traditionnel comme par exemple un shamisen. La crise semble passer et le marché prospère. Nous sommes en juillet 1932, c'est une tentative d'assassinat. Le jeune Noboru vient d'échapper de peu à la mort. Sans surprise, les hommes venus le tuer venaient du clan Ōshima. Cette nouvelle va rendre fou un certain homme, Kazuo Taoka. Cet homme, c'est un proche du petit frère du second leader du Yamaguchi-gumi. Ayant le même âge, ils étaient dans la même classe à l'école, et une amitié profonde et sincère s'est installée entre les deux hommes. Et j'ai envie de dire qu'aucun homme ne resterait de marbre s'il voyait son ami se faire tuer de peu. C'est pour ça que Kazuo Taoka, on va dire, n'est pas connu pour sa tendresse. Il devient un des membres du clan les plus violents. Il n'hésite pas à tuer d'un coup de sabre bien placé les ennemis de son ami. Il ne faut pas croire qu'il a besoin forcément d'une arme parce que même à main nue, il excelle. On le surnomme Kuma, c'est-à-dire l'ours en japonais, et ça vient du fait qu'il avait l'habitude de griffer les yeux de ses ennemis. C'est systématique chez Kazuo, la moindre personne qui manque de respect au Yamaguchi-gumi finit dans un bain de sang. À ce moment-là, les meurtres sanglants se multiplient des deux côtés, entre chaque clan. Certains font même des allers-retours en prison, dont Kazuo Taoka. En 1940, Noboru Yamaguchi, suite à une réunion qui dérape, se retrouve encore une fois dans une nouvelle attaque. Un de ses gardes du corps fait barrière de son corps pour le protéger coûte que coûte, mais il se fait transpercer. Noboru s'enfuit et dans sa fuite, il se fait rattraper et se prend plusieurs violents coups de katana. Un coup, deux coups, 18 coups au total. Avec une volonté de vivre inégalable, Noboru Yamaguchi va survivre à ces 18 coups de katana. Et vous allez me demander, mais où était son fidèle ami Kazuo Taoka à ce moment-là? En prison. Dans cet endroit, il n'avait aucun moyen de protéger Noboru contre une attaque aussi imprévisible. C'est comme ça que le clan se retrouve affaibli, avec un leader gravement blessé, des hommes morts. Et comme pour enfoncer un dernier clou dans le cercueil, un autre événement va venir affaiblir davantage le clan. La Seconde Guerre mondiale. En effet, en 1941, tous les hommes sont embrigadés dans l'armée et les activités du clan s'arrêtent. En octobre 1942, Noboru Yamaguchi décède des longues suites de ses blessures en laissant derrière lui le clan Yamaguchi sans successeur. L'expansion nationale. Entre la mort de son leader et les hommes qui partent vers le front, on pourrait se dire que l'histoire du Yamaguchi-gumi se termine ici. Mais un homme ne l'entend pas de cette oreille. Il s'agit de Kazuo Taoka. Il sort de prison en 1943 et en 1946, il est bien déterminé à faire renaître de ses cendres le Yamaguchi-gumi. Là où tous les hommes encore vivants à la fin de la guerre retrouvent voir leur famille, eh bien lui, sa famille, c'est le clan Yamaguchi. C'est littéralement tout ce qui lui reste comme attache, comme point d'ancrage. Pour vous raconter son histoire, il vient d'une famille très pauvre où il ne connaîtra même pas son père qui est mort d'une maladie avant sa naissance. Sa mère, quant à elle, mourra d'un surmenage au travail lorsque le petit Taoka aura seulement 5 ans. Il sera alors recueilli par son grand-père alcoolique qui ne fera que le frapper jour et nuit. Vous comprendrez donc d'où lui vient sa nature sanguinaire et sa fidélité au clan, sa seule véritable famille. Et c'est pour toutes ces raisons que Kazuo Taoka est nommé 3e leader du Yamaguchi-gumi. Et en vérité, je vais vous le dire, Kazuo Taoka, c'est lui le véritable emblème du clan Yamaguchi. Jusqu'à présent, le Yamaguchi-gumi s'était contenté principalement de gérer les marchandises au port de Kobe et de s'essayer à différentes petites activités. Les quelques altercations et même meurtres ne faisaient pas d'eux des yakuza pour autant. Mais en héritant d'un clan composé seulement de 33 personnes, en l'espace de 30 ans, Kazuo Taoka va transformer le petit clan Yamaguchi-gumi en la plus grosse organisation criminelle de tout le pays en étant à la tête de plus de 10 000 membres. Vous l'aurez compris, c'est véritablement avec Kazuo Taoka comme leader que le Yamaguchi-gumi va prendre la direction d'un clan yakuza.
On va reprendre avec le début de l'ascension en 1947. Kazuo va reprendre les activités au port de Kobe, mais il va rapidement être restreint par le commandant en chef des forces alliées. En fait, il va interdire toutes les opérations qui sous-traitent d'autres entreprises pour traiter les marchandises du port de Kobe. Et du coup, si le groupe Yamaguchi veut travailler là-dedans, eh bien ce sera en toute illégalité. À moins que, certes, la sous-traitance est interdite. Mais si le Yamaguchi-gumi devient l'organisme officiel, dans ce cas, il n'y a plus de problème. Il aura fallu à peine quelques mois à Kazuo pour se faire élire officiellement président de l'association des ports. Et donc, fatalement, plus aucun problème pour traiter les marchandises. Du côté artistique, ça se développe aussi très bien grâce à Kazuo. Il a des contacts avec la chanteuse vedette Hibari Misoda et aussi avec un catcheur très célèbre, Rikidozan. Il a également des parts de marché dans le milieu du X, des hôtesses, du jeu d'argent. Bref, ça se développe si bien avec le cumul des activités qu'en 1953, le Yamaguchi-gumi devient l'une des deux forces de la pègre les plus puissantes du Japon avec la société Honda. Leur adversaire, le Honda Kai, n'est pas négligeable. Cette société s'est fondée en 1950, donc elle a commencé ses activités un peu après la reprise post-guerre du Yamaguchi-gumi. Pourtant, elle s'est vite développée jusqu'à atteindre 4000 membres. Et ce conflit entre les Yamaguchi d'un côté et les Honda, ça va être le premier du genre. Comprenez que des règlements de compte dans la rue entre différents clans, ça existait déjà beaucoup, mais à cette échelle, là, c'est inédit. On parle de factions de milliers d'hommes contre d'autres factions de milliers d'hommes, et tout ça, ça se passe dans la pègre. Durant plusieurs années, la région du Kansai va être littéralement tranchée en deux par le conflit entre ces deux grandes puissances. Mais Kazuo et ses hommes vont se sentir à l'étroit à l'intérieur d'une seule région du Japon, et donc ils vont étendre leur influence à travers d'autres préfectures du Japon. Le problème, c'est qu'avec leur influence, eh bien ils ramènent aussi leurs conflits. Et alors, que fait la police pour protéger les honnêtes citoyens? Pour vous expliquer, nous sommes en période d'après-guerre au Japon. Le gouvernement se reforme petit à petit, et les forces d'occupation sont présentes, mais pas partout. C'est pour ça qu'à cette période, la vraie police au Japon, ce sont les Yakuza. Ce sont eux qui font régner l'ordre, et comme avoir plusieurs représentants différents de l'ordre, ce n'est pas très pratique, eh bien il faut faire la guerre. Conflit de Komatsushima. 13 juillet 1956. Nous sommes sur l'île de Komatsu, dans un pachinko. Pas n'importe lequel, car au premier étage se trouve le QG du clan Hirai, un sous-clan du groupe Honda. Localement, son rival c'est le Kotenryu-gumi, qui est un sous-clan, vous vous en doutez, du Yamaguchi-gumi. Et depuis plusieurs semaines, les deux sous-clans revendiquent la détention exclusive du marché du pachinko. Mais n'arrivant pas à trouver un arrangement, ce soir-là, ça va finir en bain de sang. Deux hommes du Yamaguchi-gumi et un du Kotenryu rentrent dans le pachinko. Sans s'arrêter, ils montent à l'étage, les membres du personnel du pachinko n'ont même pas le temps de les en empêcher, et une fois les hommes dans le QG, ils saccagent l'étage. Ils ont avec eux de beaux katanas et n'hésitent pas à les utiliser absolument partout. Que ça soit sur des objets, ou sur des êtres humains. Les coups de katana se multiplient à travers la pièce, les rescapés s'enfuient au rez-de-chaussée avant de prendre leurs jambes à leur cou. Le bilan est le suivant. Le QG du clan Hirai est saccagé, un des membres est décédé, et 3 sont grièvement blessés. Mais je vous avoue que la plus grosse blessure, c'est celle de l'humiliation pour le clan Hirai. Ce que le clan Kotenryu vient de faire, c'est ce qu'on appelle une déclaration de guerre. Et c'est là où il faut prendre en compte les jeux de pouvoir, parce que le clan Honda, qui est au-dessus du clan Hirai, il n'est pas dupe, il voit très bien que c'est une provocation du clan Yamaguchi. En fait, le clan Honda et Yamaguchi se font la guerre par procuration, en passant par des clans plus petits afin de perturber les affaires adverses, sans réellement rentrer en guerre pleinement avec l'autre clan. C'est pour ça que 3 jours après l'incident, des hauts gradés du clan Honda viennent sur l'île pour apaiser les tensions. Une guerre totale a été évitée, mais pour les frères de la victime, la pilule est dure à avaler. Octobre 1957. L'incident va reprendre une nouvelle fois, mais sous une autre forme. Cette fois, ça se passe avec un autre sous-clan, le clan Fukuda, qui est encore une fois sous la tutelle du clan Honda. Et d'ailleurs, le leader du clan Fukuda est le frère du clan Hirai qui a été bafoué il y a un an. Et l'incident c'est quoi? Eh bien c'est un membre du Fukuda-gumi qui va tabasser à mort une personne devant le QG du Kotenryu-gumi. Donc si vous voulez, ce Yakuza est totalement en territoire ennemi, et il se permet de tuer quelqu'un devant leurs yeux. Alors certes, ce n'est pas un membre de leur clan, mais quand même. Le Yakuza va donc tuer la personne et la jeter dans la rivière. Mais le clan Kotenryu, il va pas du tout aimer ça, il va prendre ça pour de la provocation, ils vont sortir de leur QG et tabasser à mort le membre du Fukuda-gumi. L'homme du clan Fukuda finit lui aussi noyé dans la rivière. À partir de là, les choses vont s'accélérer parce que c'en est trop. Les tensions de l'année dernière sont toujours présentes et le clan Kotenryu vient de mettre de l'huile sur le feu. Le clan Fukuda va s'allier avec le clan Hirai pour venir écraser le clan Kotenryu. Le chef du clan Kotenryu, Yoshio Arai, il sent que s'il rentre en conflit avec les deux clans en même temps, il n'a aucune chance, ils vont se faire massacrer. Alors le chef, il va prendre une décision, il va prendre le ferry en direction de Kobe pour aller demander de l'aide au QG principal du Yamaguchi-gumi.
Il demande de l'aide de la manière la plus traditionnelle possible, c'est-à-dire en faisant le dogeza. Il ne le laisse pas paraître, mais sa situation est désespérée. Si le Yamaguchi-gumi décide de le lâcher, à ce moment crucial, lui et son clan se feront juste massacrer par leur adversaire en surnombre. Heureusement pour le chef Yoshio, le clan Yamaguchi ne veut pas laisser passer une occasion d'affronter le clan Honda, même indirectement. Ils vont donc dans cette bataille prêter main forte au clan Kotenryu. Le chef Yoshio il va donc revenir sur l'île de Komatsu avec des bonnes nouvelles à annoncer. Mais il n'aura même pas le temps de l'annoncer à ses sbires. À peine descendu du ferry, le leader du clan Kotenryu et ses gardes du corps se retrouvent pris dans une embuscade. Cette fois pas au couteau ou au katana mais directement à l'arme à feu. Les coups de feu fusent de tous les côtés. On entend les cris des civils dans tout le port. Les policiers alertés ne vont pas tarder à arriver, mais Yoshio le sait. Tenir ces quelques minutes, ça ne va pas être une mince affaire. Lui et ses hommes se mettent à l'abri là où ils le peuvent. Un de ses hommes s'est pris une balle en plein torse et il tombe net sur le sol. Il est déjà inanimé. Mince, Yoshio vient de se prendre une balle, il souffle comme un buffle, mais il semble tenir. Il se prend alors une deuxième balle, une troisième. Lorsqu'il est sur le point de perdre conscience, il entend les sirènes de police au loin et les coups de feu s'arrêtent. L'attaque est terminée, l'ennemi se replie juste avant l'arrivée de la police. Yoshio entend alors ses hommes lui demander de tenir bon, de rester conscient coûte que coûte. Il les entend appeler les secours, mais sa vue s'obscurcit et il perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il est à l'hôpital, et ses hommes de main qui sont auprès de lui sont ravis de le voir remonter au conscient. Il a été grièvement blessé, mais il a survécu, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la fusillade a secoué le pays. Le Yamaguchi-gumi, en apprenant qu'un chef de leur sous-clan a été attaqué, ne peut pas rester les bras croisés. Tous les appels sont passés dans les bases les plus proches. En quelques dizaines de minutes, le clan Yamaguchi mobilise plus d'une centaine d'hommes qui montent sur le ferry en direction de l'île de Komatsu. La police japonaise, au courant de tout ça, elle pressent qu'il va y avoir un bain de sang si elle laisse ce ferry partir sur l'île. De ce fait, elle empêche le ferry de quitter le port de Kobe. Mais le leader des hommes présents à bord, dans le ferry, dit simplement à la police qu'ils veulent rendre visite à leur ami sur l'île. C'est tout. Oui, une centaine d'hommes bien armés pour aller rendre visite à l'hôpital, bien sûr, oui. Je rigole, mais la situation sur le ferry, elle commence à se tendre vraiment très sérieusement parce que la police ne peut pas retenir les Yakuza comme ça plus longtemps. Et à ce moment, coup de théâtre. Un des officiers du clan Honda monte sur le ferry. Je vous rappelle que le clan Honda, c'est le clan rival direct au Yamaguchi-gumi. L'officier du clan Honda désire s'entretenir avec l'officier du clan Yamaguchi. Ensemble, comme des grands, ils parviennent à trouver un accord et font un rapport ensemble à la police. Ils annoncent qu'ils vont s'occuper des affaires eux-mêmes dans le calme. On n'a pas vraiment d'infos, mais à mon avis, le clan Honda a communiqué avec le clan Hirai et Fukuda pour apaiser les tensions et dire que si vous redéconnez une fois, là c'est plus possible. Et à mon avis, avec cette condition, le clan Yamaguchi a bien accepté de se calmer. Les hommes descendent donc du ferry, et c'est ainsi que se clôt l'incident de l'île de Komatsu. Je vous avoue, j'adore voir à quel point la police à cette époque, elle sert que d'intermédiaire entre deux puissants. Les forces de l'ordre ne sont clairement pas assez influentes pour contrôler des clans Yakuza de cette envergure. Et ce qu'on retient de cette affaire, c'est la mobilisation de masse en un éclair effectuée par le clan Yamaguchi. Cette technique de démonstration de force, ça va vraiment devenir la signature du clan Yamaguchi. C'est pour ça en fait que l'incident de Komatsushima, il est considéré comme l'événement pionnier qui va permettre au clan de conquérir tout le Japon. Effectivement, ce que je vous ai raconté, c'est seulement un des incidents qu'il y a eu entre 1950 et 1965. Parce qu'il y a eu aussi l'incident de Meiyukai en 1960 pour revendiquer une implantation dans la ville de Osaka. Ensuite, il y a les différents conflits à Hiroshima, Matsuyama, etc. Bref, à chaque fois, c'est plus ou moins le même pattern. Dans une ville, il y a différents clans, les Yamaguchi s'assurent qu'au moins un des clans leur prête allégeance. Une fois cela fait, ce clan va se sentir monter en puissance et agresser ses clans rivaux, sachant qu'ils ont la protection du très gros clan Yamaguchi. Le clan rival riposte, et là le clan Yamaguchi arrive pour mettre un énorme coup de pression, et c'est comme ça qu'il récupère le contrôle de la ville. En revanche, il ne faut pas croire que les coups de pression ça fonctionne à chaque fois, clairement pas. Parfois il était nécessaire de passer par le sang, et pour ce faire, Kazuo Taoka a une solution. Une très bonne solution. Il s'agit d'un clan particulier à l'intérieur du clan Yamaguchi, qui s'appelle le Yanagawa-gumi. Et ses membres, ce sont tous des fous malades, des meurtriers en puissance. Ils sont extrêmement efficaces et n'ont pas peur de la mort, peut-être parce qu'ils la côtoyaient souvent. Quoi qu'il en soit, c'est avec l'efficacité de cette technique et le clan Yanagawa que le Yamaguchi-gumi va conquérir tout le Japon et vraiment va asseoir sa domination. En 1965, le Honda-kai abdique et maintenant plus personne ne se dresse en face du leader du Yamaguchi-gumi, Kazuo Taoka. La police va essayer de les en empêcher, mais ils luttent plus pour les ralentir que vraiment les stopper. Ils parviennent quand même à démanteler certains petits clans, et on va voir l'apparition du Kanto-kai qui vise justement à calmer les tensions entre la police et les clans Yakuza. C'est à ce moment que les Yakuza se mettent quelques politiques dans la poche histoire d'être tranquilles, et de ce fait, la menace de la police est écartée.
En 1965, la Hondakai abdique et donc il n'y a plus personne en face de Kazuo Taoka. Et on se retrouve enfin en 1970 où le Yamaguchi-gumi possède plus de 478 organisations pour 10 508 membres. Ils vont avoir un petit peu des soucis avec la ville de Osaka, mais ça durera pas bien longtemps. Et donc là, c'est bon, c'est fait, la suprématie est absolue, tout le Japon est à eux. Les membres du puissant clan prendront soin de placer le symbole du clan Yamaguchi absolument partout. Et c'est comme ça que le clan Yamaguchi, avec sa domination, va pouvoir faire son business assez tranquillement pendant une dizaine d'années. Kazuo Taoka est indéniablement l'homme le plus respecté dans le milieu de la pègre au Japon, mais pourtant, des rumeurs planent. Il est vieux, il va mourir. Mais alors qui sera le prochain? C'est la panique dans le bar de Tokyo. Le leader Taoka Kazuo vient de se prendre une balle dans le cou. Le tireur, un membre du clan Matsuda. Le parrain des parrains est immédiatement transporté à l'hôpital où il est traité. Heureusement pour lui, ses jours ne sont pas en danger, mais un affront pareil, ça va finir dans le sang. Les répercussions seront terribles. Pour une blessure chez le parrain des parrains, on va avoir 7 morts du côté du clan Matsuda. Kazuo Taoka se dit que ça fera un bon exemple pour rappeler qui est le plus puissant. D'ailleurs, au passage, ces attaques sur le clan Matsuda, eh bien, elles ont été dévastatrices bien sûr pour ce clan-là, mais on peut noter quand même qu'il y a 80 personnes du clan Yamaguchi qui se sont fait arrêter pour faire ces attaques. Mais homme, tout puissant soit-il, n'est pas éternel. 23 juillet 1981. La légende, Kazuo Taoka, décède. Il aura façonné le clan en regroupant avec lui des dizaines et des dizaines d'autres clans Yakuza, il aura même échappé à la justice de peu. L'année de sa mort, la cour de justice venait de terminer un dossier sur lui pour l'arrêter, ce qui veut dire que de toute sa carrière de Yakuza depuis 1945, il n'aura pas passé une seule seconde derrière les barreaux. Mais assez bavassé, le parrain des parrains est mort, il faut trouver un successeur. Et en attendant que le 4ème leader soit prononcé, c'est la femme de Kazuo Taoka qui va tenir les rênes du clan pendant un court laps de temps. Pour trouver vite un successeur, on aurait imaginé celui qui était désigné originellement, sauf qu'il est mort lui aussi. Donc maintenant, il faut faire place au vote. Et comment vous dire que la démocratie, ce n'est pas le point fort des Yakuza. Le 4ème leader. Depuis tout à l'heure, vous vous dites peut-être que c'est assez rigolo, le système hiérarchique des Yakuza, les leaders, tout ça, ça rappelle beaucoup les Hokage dans Naruto. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire parce que je pense que Naruto est totalement inspiré du système hiérarchique Yakuza. En y repensant, entre l'appartenance au clan, l'appartenance au village et le côté caché, on a beaucoup de points communs. Et pour enfoncer le clou, dans quelle ville on va élire le 4ème leader du Yamaguchi-gumi? Dans la ville de Naruto. C'est une ville pas très loin de Kobe, dans la préfecture de Tokushima. Voilà, c'était juste une petite info, mais assez rigolée, on va se concentrer sur ce 4ème leader. La personne élue sera Masahisa Takenaka. Une de ses catchphrases à ce leader, c'était quand il allait voir des hôtesses ou des prostituées, il les prenait sous son bras et il lui disait d'un ton calme et serein « Qui veux-tu que je tue pour toi, ma jolie ?» Charmant. Nous allons donc assister à l'avènement de cet homme en tant que parrain des parrains, et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on commence à avoir des archives vidéo. 警察の中止勧告を無視して山口組4代目組長の襲名式が行われた。 On voit avec ces archives que la femme de Taoka est très impliquée dans l'élection de ce nouveau leader. いう理由はどういう点ですか。まあやっぱりこの道に適した人物じゃないんですかね。と思います。どういうふうに適してますか。まあするべきはするし、止めるべきは止めるし、でそのけじめと言いますかね。物事が起きた時の判断ですかね。 C'est vrai que cette notion de Kejime est très importante au Japon. C'est ce qui fait d'un homme un bon leader, sa capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et voici maintenant à quoi ressemble le top 6 du clan Yakuza le plus puissant du Japon. 山口組本部、いわば山口組の事務局である。4代目山口組の最高幹部、竹中正久組長50歳、中山勝正若頭46歳、中西和夫射程頭61歳。 そして岸本才三本部長56歳。 Sauf que si ces personnes ont décidé d'échanger une coupe de saké pour symboliser leur allégeance au 4ème leader, eh bien ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est là qu'on va assister à la première scission du clan Yamaguchi. Un certain Hiroshi Yamamoto n'est pas satisfait de ce nouveau leader et se retire du clan pour former le Ichiwakai. Tout seul, il ne pourra clairement rien faire. Mais il va utiliser la frustration des clans qui ont été bafoués par le Yamaguchi-gumi pour former une véritable armée. On le voit ici s'empresser de faire ce rituel des coupes de saké, et rapidement, il parvient à regrouper 3000 hommes. C'est incroyable, c'est une véritable guerre qui se prépare dans tout le pays. Et je trouve ça vraiment fou qu'on ait autant de détails qui soient présentés à la télé. 10 000 hommes du côté du clan Yamaguchi, contre 3000 hommes du côté du clan Ichiwa. Yamaguchi-gumiは2つに分裂しました。以来、両派の間には反目と緊張が続いており、抗争が心配されております。
黄色のピンで表した山口組系が1万、ピンクのピンで表した一和会系が3000というおおよその勢力分野が固まりつつあります。山口組は分裂後も全国最大規模の組織となっているわけであります。Et pour tout vous dire, on a même les impressions de l'autre côté. Je tiens à noter d'ailleurs le courage du journaliste qui fait cette interview, je le trouve vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qui l'empêcherait de se faire capturer par le clan ennemi et de se faire torturer pour qu'il crache des infos qu'il a reçues? Je vous donne la réponse tout de suite. Rien. C'est donc une guerre pour savoir qui est véritablement digne d'être Yakuza qui se lance. Qui mérite réellement la place du parrain des parrains. Janvier 1985. Vous le savez, au Japon, le chiffre 4 fait référence à la mort. Eh bien, le quatrième leader japonais ne pourra pas illustrer mieux cette superstition japonaise. Le quatrième leader, Masahisa Takenaka, se fait tirer dessus en janvier 1985. Le tireur est un membre du clan Ichiwa. Le parrain des parrains est immédiatement transporté à l'hôpital d'Osaka. Plus de 300 membres du clan Yamaguchi, en apprenant la nouvelle, s'empressent d'aller le voir. La police est obligée d'intervenir pour protéger l'hôpital. Takenaka ayant du sang de type O, les membres du clan qui ont du sang de type O se bousculent pour donner de leur sang. Mais toute cette bonne volonté ne suffira pas. Takenaka meurt des suites de ses blessures. La tension grimpait déjà entre le clan Yamaguchi et le clan Ichiwa, mais là ça devient complètement hors de contrôle. L'honneur du clan Yamaguchi est en jeu, il faut venger le quatrième leader. Une guerre de Yakuza sans précédent se déclenche à une échelle nationale. Pour la première fois, même des civils japonais vont être inquiétés par cette guerre. On parle de 25 morts et 70 blessés selon la police, mais je pense qu'on peut largement rajouter un 0 à chaque nombre. En quelques années seulement, c'est 220 incidents impliquant des armes à feu qui vont être recensés. Des meurtres, des attaques, des pièges, c'est la guerre, y a pas d'autre mot. C'est d'ailleurs durant cette période que des faits ahurissants ont lieu. On raconte que deux clans se seraient battus toute une nuit dans une rue et que le lendemain matin, le clan victorieux est venu s'excuser auprès du voisinage pour avoir fait du bruit. Comme d'habitude, la grande classe. Mais alors peut-être qu'au milieu de cette guerre, vous vous demandez, mais que fait la police ? Eh bien à ce moment-là, elle est totalement impuissante, elle n'arrive pas à prévoir où vont se dérouler les fusillades, elle se contente donc de constater les dégâts et de conseiller aux Yakuza de ne pas faire trop de choses illégales. La blague. Et en fait ce n'est pas si stupide ce qu'ils disent, parce qu'il existe en fait entre la police et les Yakuza une sorte de contrat tacite. On appelle ça le Issue, et en fait c'est lorsqu'un Yakuza commet des crimes, voilà par exemple un meurtre, eh bien il va se dénoncer de lui-même à la police, et dans ce cadre, la police va être on va dire plus indulgente parce qu'elle a des connexions avec le clan Yakuza. Et généralement ce procédé est très avantageux pour les Yakuza, personnellement je pense que c'est juste un autre mot pour dire corruption. De toute façon, ça a été prouvé qu'à cette époque, tout le système politique, judiciaire et policier japonais était corrompu jusqu'à la moelle. Et pour les civils, cette situation est absolument invivable. Si ce n'est pas la police, qui va pouvoir arrêter cette guerre ? 30 mars 1989. La guerre se termine. Le leader du Ichiwakai abdique en se retirant de sa position de leader. Pour vous expliquer pourquoi le clan Yamaguchi accepte cette requête malgré l'assassinat du quatrième leader, eh bien je dois vous expliquer la scène en détail. Les débordements liés à cette grande guerre Yakuza nommée guerre Yamaichi ont causé des lourdes pertes des deux côtés, mais pas seulement. Il y a un climat hostile qui s'est formé dû aux affrontements, et ce n'est bon pour le business de personne. Et encore pire, avec le temps, il commence à y avoir du mouvement du côté de la police. En effet, les dommages collatéraux chez les personnes non Yakuza durant la guerre a eu l'effet d'un électrochoc pour le gouvernement japonais. Et selon certaines rumeurs, même du côté politique, certaines personnes incorruptibles sont déterminées à faire tomber les Yakuza. C'est pour toutes ces raisons que les deux clans ont tout intérêt à terminer cette guerre le plus tôt possible, tout en gardant la face bien sûr. Le clan Yamaguchi accepte ce traité de paix, mais maintenant que la paix est rétablie, il faut de nouveau consolider le clan. Et par consolider le clan, j'entends par là qu'il est nécessaire d'avoir un nouveau leader. Qui sera le cinquième ? 4月27日、ここにある山口組本家で日本最大の広域暴力団 80 clans de Yakuza se réunissent au siège principal du clan Yamaguchi pour élire le prochain successeur. L'ambiance est incroyable, les voitures, les journalistes, les gardes du corps, les contrôleurs à l'entrée, les brassards, tout est là. Les lieux sont même surveillés depuis les airs à l'aide d'un hélicoptère. Un policier posté en civil note toutes les plaques d'immatriculation de chaque voiture. C'est vraiment une société parallèle et c'est de ça dont je vous parle quand je vous dis que je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite admiration. Ce ne sont pas juste des délinquants, il y a toute une hiérarchie à respecter et aussi un code d'honneur. La réunion commence à 13 h et à 13 h 30, la cérémonie s'achève. Le nouveau leader s'appelle Yoshinori Watanabe, alias le gorille.
On ne peut pas dire que la ressemblance est frappante, mais je comprends pourquoi ils l'appellent comme ça. Et c'est là où je dois vous parler du système avec les Kumicho et le Wakagashira. Le Kumicho, c'est le leader du clan. Et on a le Wakagashira de l'autre côté, c'est le bras droit du Kumicho, donc le numéro 2 du clan. Et le fait est que pour ce 5e régime au sein du Yamaguchi-gumi, eh bien le Wakagashira, ce qui est censé être la personne numéro 2, a tendance à avoir un peu plus d'influence que le numéro 1. On pourrait penser qu'il y aurait des tensions entre les deux, mais en fait, ça va devenir leur force. Ces deux hommes ensemble vont maintenir le cap du clan Yamaguchi, ils vont augmenter leur nombre de leurs hommes jusqu'à 16 000 et ils s'implanteront dans 43 des 47 préfectures du Japon. Mais cette nouvelle ascension va être brusquement stoppée. 1er mars 1992. Boryokudanho, la loi anti-gang est adoptée par le gouvernement japonais. Cette loi met en place un recensement officiel des gangs selon un certain nombre de critères. Et les membres doivent justifier leur appartenance à une organisation pour avoir des avantages financiers. Et tout est recensé, c'est pour ça qu'on peut avoir si facilement des informations sur le Yamaguchi-gumi juste en allant sur Wikipédia. Alors pourquoi cette loi si violente pour les Yakuza arrive maintenant? Eh bien c'est une conséquence directe de la guerre Yamaichi qui n'a pas épargné totalement les civils japonais. Cette guerre, on peut dire qu'elle a totalement terni l'image des Yakuza aux yeux du grand public. Parce que jusqu'à cette période, il faut vous rappeler que les Yakuza, eh bien ils étaient très bien vus par la population. Sans compter que les USA commençaient à faire pression au gouvernement japonais pour stopper les Yakuza qui commençaient à arriver sur le territoire américain. Cette loi, elle a plusieurs conséquences. La première, c'est que les clans doivent adopter une façade légale. C'est comme ça que le clan Yamaguchi devient la Ligue nationale pour l'épuration des terres. Il s'agit d'une association à but non lucratif pour enrayer la consommation de drogue. Et ce n'est surprenamment pas du troll, le clan Yamaguchi est connu pour vraiment être contre la consommation de drogue, et ils n'hésitent pas à démanteler eux-mêmes le réseau des trafiquants. Ensuite, comme autre conséquence, les Yakuza doivent diversifier leurs activités encore une fois, ou alors tomber dans la clandestinité. Et enfin, dernière conséquence, l'équilibre entre la police et les Yakuza est rompu. A partir de là, les Yakuza seront fortement affaiblis et ne feront plus trop de vagues. Occasionnellement, il y aura des débordements par-ci par-là, mais sans plus. En revanche, en 1995, les Yakuza vont regagner l'opinion populaire suite à un événement tragique. Le séisme du 17 janvier 1995 à Kobe. 6437 morts, 43 792 blessés. Et les dégâts matériels se chiffrent à plus de 10 000 milliards de yens, ce qui fait quand même 83 milliards d'euros. Si vous vous souvenez bien, Kobe, c'est la ville mère du clan Yamaguchi. Et avec la baisse de popularité dans l'opinion publique, ils savent que là, maintenant, ils ont une carte à jouer. Yoshinori Watanabe, le 5e leader, va ordonner à toutes ses troupes de s'organiser pour secourir le maximum de personnes sur place. Pour les autres membres dans d'autres villes, ils sont chargés de trouver de la nourriture et des matériaux de première nécessité pour les rescapés. Et là, l'efficacité des Yakuza, elle va se ressentir. Énormément de gens vont être sauvés par des Yakuza, ils vont être nourris, ils vont être logés, ils vont être sauvés. Certaines personnes bloquées par exemple sur des toits sont sauvées par l'hélicoptère du clan, c'est vous dire les moyens utilisés. Et à côté de ça, les secours japonais, ils sont lents, désorganisés et ils peinent à suivre. La comparaison est vraiment dure et ce contraste, la télé japonaise va se faire un plaisir de la montrer au Japon tout entier. C'est comme ça que l'opinion populaire, qui était jusqu'alors très défavorable envers les Yakuza, due à la guerre Yamaichi, s'améliore grandement. Le temps passe, on arrive en 2005, les affaires continuent de prospérer, et pour la première fois dans l'histoire du clan Yamaguchi, un leader va quitter son poste avant sa mort. Yoshinori Watanabe se retire du monde Yakuza pour des raisons familiales. Et une fois n'est pas coutume, il faut de nouveau retrouver un successeur. 6e leader. Logiquement, si Watanabe se retire, on pourrait imaginer que le Wakagashira le remplace. Mais il a été assassiné. C'est donc Shinobu Tsukasa qui va prendre la tête du Yamaguchi-gumi. On sent quand même qu'à partir de ce règne, les Yakuza ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. Ils ont perdu de leur superbe et leur modèle n'attire plus de nouvelles personnes. Ils se font arrêter de plus en plus souvent et même des gros membres font des tours en prison. Mais attention à ne pas trop les sous-estimer. C'est l'erreur qu'a fait le maire de Nagasaki. Ce maire, en 2007, il s'est fait abattre par un Yakuza. Pas n'importe lequel, il s'agit de Tetsuya Shiro, qui est un gros membre du clan Yamaguchi. Et la raison pour laquelle il l'a battu est assez spéciale. La raison, c'est un différend pour des dégâts causés à la voiture du Yakuza près d'un chantier de travaux publics.
Cet incident, c'est une petite piqûre de rappel pour rappeler que même si les Yakuza ne sont plus à leur âge d'or, ils restent une menace. Bien sûr, Tetsuya se fait arrêter et il échappe de très peu à la peine de mort, mais il devra vivre le restant de ses jours en prison. Encore une fois, c'est un gros membre qui disparaît et le cercle rapproché du 6ème leader s'affaiblit. C'est comme ça que le gros clan Yamaguchi va se diviser encore une fois. En septembre 2015, 13 gangs du Yamaguchi-gumi vont se séparer pour former le Kobe Yamaguchi-gumi. Et en avril 2017, on va avoir un peu le même scénario qui se répète avec le Ninkyo Yamaguchi-gumi. Et attention, c'est pas parce qu'il y a le mot Yamaguchi dans tout le nom de ces clans qu'ils sont copains. C'est tout le contraire. Chacun se targue d'être le seul véritable héritier légitime du clan Yamaguchi, c'est pour ça que les altercations vont reprendre, mais tout de même avec moins d'intensité que dans les années 80. Et donc voilà où nous en sommes aujourd'hui avec le clan Yamaguchi. Des criminels vieux, très affaiblis, avec une population qui ne se renouvelle pas. Il faut aussi noter que le coronavirus a pas mal affecté leur business, mais il faut savoir que l'affaiblissement de ces gros gangs Yakuza, eh bien ce n'est pas totalement bon pour la police non plus. Maintenant c'est des gangs beaucoup plus violents et totalement désorganisés qui commencent à voir le jour. Après, je vous le rassure, les Japonais sont toujours aussi curieux concernant les Yakuza. Il y a un vieux documentaire qui est ressorti sur YouTube en mai 2021 et il a déjà cumulé 5 millions de vues. Pareil, j'ai vu plein de vidéos différentes sur les Yakuza au Japon où il y a des nombres de vues mais absolument mirobolants. Et même si aujourd'hui tout indique qu'ils vont disparaître d'ici une dizaine d'années, on ne peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait. Après tout, sur plus de 100 ans d'histoire, le clan Yamaguchi a connu des hauts et des bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ce sujet m'a vraiment trop passionné, c'est pour ça que cette vidéo dure aussi longtemps. J'ai pas mal galéré à faire toutes mes recherches et à regrouper tout, parce que même si les trucs récents c'était plus évident, les trucs qui sont très vieux, vraiment les sources, c'est compliqué de les trouver. Et encore, j'aimerais trop vous parler du système hiérarchique qu'il peut y avoir dans ces clans dans une future vidéo. Bref, si la vidéo t'a plu, c'est vraiment le moment de me le faire savoir en commentaire. Et d'ailleurs, si elle ne t'a pas plu aussi, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.